Et plein de force pour la suite du projet, c'est hyper important. Et il faut soutenir les femmes qui entreprennent et qui mettent en lumière d'autres personnes. C'est très important, vraiment, soutenons les femmes et soutenons les artistes et les entrepreneurs, entrepreneuses. Complètement. Et toutes les personnes passionnées. En tout cas, et en plus dans notre ville qui ne met pas extrêmement en avant encore ce genre de c'est très important. C'est très cool. Applaudissements au montage. Ça me touche, oui. Hello être humain unique. Bienvenue dans l'entrevue. L'entrevue est un podcast dans lequel un invité unique vient nous parler de son histoire. Aujourd'hui, c'est Hugo et Angèle, deux êtres humains uniques qui viennent nous parler de leur passion en tant qu'artisans de l'excellence. Installe-toi confortablement. Très bonne vidéo à toi. Alors une petite tradition, je te prends le micro comme ça, t'as le temps de le faire. On va clapper, mais on clappe à 3. Ok. On a clappé comme ça. On a tapé comme ça. On choisit un mood de clap. Ok. Et ouais, alors à 3 en même temps. 1, 2, 3. Et vraiment bien. Ouais, de ouf. Ok. Bonjour à vous deux. Bonjour je Léonie. suis ravie de vous avoir ici. Forcément, ça fait ultra longtemps qu'on s'était dit qu'on allait se voir, se rencontrer. Carrément. Au moins un an. Je crois que c'était même avant que tu commences exactement à faire ton concept. Ouais, et puis c'est surtout que avant il y avait le concept, il y avait les idées, et puis un jour je me suis lancée, je me suis dit allez, on va mettre en pratique, on va vraiment le faire. L'application. Je vais envoyer les invites, et moi après ça me forcera à aller au bout de mes idées. Et nous voilà. Et vous voici. Voilà. Alors, je suis déjà trop contente, vous allez pouvoir vous présenter. Vous avez beaucoup travaillé ensemble, donc ça va aussi m'intéresser aujourd'hui. De quoi on va parler? De l'artisanat. Vous représentez un artisanat qui est de l'excellence. Vous allez vers l'excellence. Vous ne vous contentez pas du moins, vous voulez le plus. Et c'est quelque chose que j'admire énormément. Comme quoi, avec n'importe quel métier, on peut en faire de l'or. Et c'est ce que vous représentez à mes yeux. Mais je vais venir moi aussi. C'est bon, on arrête la vidéo, on a tout. Okay. Donc, je vous laisse vous présenter, Angèle. On va commencer par Angèle. Ok. Irène d'abord. Bon, je m'appelle Angèle, j'ai 24 ans, je suis coiffeuse coloriste depuis 7 ans maintenant. J'essaye d'exceller dans ce que je fais, d'aller chercher toujours plus. Bonjour, je m'appelle Hugo Lardonnet, j'ai 25 ans et je suis photographe, directeur artistique. J'évolue dans l'industrie musicale et l'industrie de la mode depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et donc voilà, à Paris. Magnifique. Je vais revenir sur vos deux métiers, donc coiffeuse, photographe. Qu'est-ce que vos familles et votre entourage a pu dire par rapport à l'annonce de ce que vous vouliez faire? Moi, dans mon cas, ça a été plutôt bien accueilli. Ouais. Parce que pour le coup, j'ai la chance d'avoir une famille qui n'est pas spécialement élitiste ou quoi que ce soit, ou qui prône certains métiers plus que d'autres. Donc en fait, moi, c'était surtout en mode si tu veux faire ça, fais-le, mais par contre, fais-le bien. Ok. Voilà, on va dire le système d'élitisme chez moi, il est d'un autre côté, c'est que tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de saut métier ou quoi. Par contre, si tu le fais, fais-le bien, fais-le à fond et montre que, investis-toi, que tu l'as choisi et que c'est pas pour rien et que c'est pas par confort, quoi. Ok. Voilà, très donc ça a bien. été plutôt bien accueilli et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient grave derrière moi par rapport à ça, quoi. Donc J'ai ça, toujours été hyper soutenue, ouais. c'est ce qu'on peut souhaiter à Ouais, toutes les et personnes qui m'ont carrément donné les outils pour pouvoir être tranquille dans ce que je fais, quoi. Carrément, c'est surtout qu'en plus, coiffeur, c'est fou, mais c'est un petit peu ce cliché où on se dit « Ah, mais non, tu vas pas faire coiffeuse », alors qu'en fait, il y a un vrai savoir-faire derrière, il y a différents types de coiffeurs, et puis on y reviendra un peu après, t'as pas choisi n'importe quel type de coiffure, en tout cas, tu es sur un parcours qui se veut riche et divers. En tout cas, j'ai soif de ça. Et moi, pour le coup, ma famille, au début, a été un peu dubitative, ça se dit comme ça, ouais. Parce que directement, moi, quand j'ai su que je voulais être photographe, j'ai directement dit que je voulais être photographe de mode à Paris. Et forcément, quand on vient d'un petit milieu rural comme moi, par exemple, au début, tout le monde était un peu mitigé. T'es mimi, quoi. Ouais. Voilà, c'est en mode, oui, bon, vas-y, on a tous nos rêves, vas-y, crois-y, mais voilà. Et puis finalement... Tu leur as prouvé que tu allais au bout de ce que tu voulais faire. Exactement. Ok. Donc, photographe, c'est, on va dire, plus ok dans la culture, on va dire, populaire, parce que, passion, photographe, art, ok. Après, c'est d'en vivre. C'est ça, c'est l'annonce de je veux en vivre. C'est pas juste ma passion. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de vrai métier?
Encore beaucoup maintenant, hein. Vraiment, Ouais. c'est quand je dis que je suis photographe, généralement, on me dit aussi, c'est quoi ton métier à côté ou t'en vis vraiment, c'est vraiment ton métier? Alors que, ben oui, mais je veux dire, dans la société actuelle, ça reste quand même, il y a tellement de photos partout et de créations partout maintenant Donc, on qu'en voit fait, plus, voilà, on voit plus et on n'arrive pas à se dire, oui, c'est un métier à part entière, quoi. Ouais. Et donc, quand vous avez collaboré ensemble sur des projets, vous étiez quand même ultra jeune quand vous avez commencé, donc Mhm. le Ouais. tableau blanc, tout Ouais. est possible, tout est réalisable, on a la fougue, en plus de ça, on est un peu naïf, on se rend pas compte des gros requins qu'il y a tout autour, alors on est là, petit poisson, on y C'est va, ça. c'est sympa. Et puis, vous avez décidé de collaborer. Comment ça s'est passé, Angèle, si tu... Ben, en fait, vraiment très simplement, c'est ça aussi qui fait, comme tu disais, la naïveté et tout ça, c'est qu'à la base, en tout cas pour ma part, je sais pas pour toi, Mhm. c'était de l'amusement quoi. Ah C'était en mode on aime créer des belles choses, Viens, on tu fait sais faire ensemble. ça, je sais faire ça, viens Ouais. on le fait. Totalement. Et c'était pas dans un but spécifique au début, c'était vraiment plus pour s'amuser, c'était sur notre temps libre. Enfin, moi j'ai toujours eu du coup mon taf de coiffeuse en salon à côté. Mhm. Tout ce que je faisais là, c'était vraiment pour m'amuser, pour me stimuler créativement à côté de ce que je faisais en salon quoi. Ok, en fait, c'est comme quelqu'un qui adore dessiner et qui Exactement. va dessiner sur son temps libre, c'est totalement. plaisir. Exactement. Et qui en plus de ça a un ami qui sait créer des feutres par exemple. Voilà. Voilà. Donc du Et coup ils vont donc- se dire bah du coup trop bien. Et là c'était un peu le cas toi, de se dire Et je pense que c'est pour ça que ça marchait bien et que ça a bien marché parce qu'en fait finalement en fait j'avais ce côté très spontané et très humain avant d'être artistique. Ouais. Et donc du coup on aime quand même relativement les mêmes choses, même si on a des en fait on aime les mêmes choses mais on a des goûts totalement voilà opposés. c'est ça exactement. Donc Mais, c'est, mais en fait c'est comme si on faisait une activité entre amis quoi. Sauf Ouais. que nous c'était quelque chose qui nous rejoignait donc voilà j'arrivais chez lui et puis il n'y avait pas de pression, pas d'horaire, pas de machin, c'était vraiment créer pour ça, créer c'est quoi. clair. Ok. Voilà. Et moi, je me demande, est-ce que les professionnels, notamment dans l'art, est-ce qu'ils nourrissent leur projet en étant je veux être professionnel et donc je fais tout de façon professionnelle, je rencontre des gens professionnels et j'avance sur le monde professionnel, Ouais. ou est-ce que c'est pas des personnes qui en grande partie s'amusent et qui croient en fait qu'ils vont devenir professionnels, font en sorte de devenir Ouais, ouais. professionnels, mais Mais ça avant amuse. tout, c'est un plaisir. Est-ce que c'est pas on va dire l'indicateur de ça va réussir ou pas? Mhm. Je sais pas si tu voyais. Moi je pense qu'il y a deux types de Ouais, je pense aussi. deux types de personnes. Il y a des personnes vraiment qui ont la soif de découvrir, d'apprendre et de créer. Je pense qu'on fait partie de cette team-là. Et en même temps, il y a des personnes qui pensent vraiment à la création en tant que telle pour se professionnaliser, et pour grossir, pour faire grossir son projet. Carrément. Et je pense que cette vision-là, c'est bien de l'avoir. Mais avant tout, quand on crée, que ça soit n'importe quel type d'art, le plus important, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'il y a au fond de toi. Est-ce que tu as envie de dégager, de transmettre aux autres? Et après, forcément, c'est ça qui va te permettre de professionnaliser et de créer une image. Ouais. Ok. Mais je pense quand même que dans les deux mindsets, ces deux mindsets bien différents, je pense que ces deux personnes-là ne créaient pas les mêmes choses en fait. Ok. Je pense vraiment que les personnes qui vont être, notamment dans la photographie par exemple, quelqu'un qui va être hyper professionnel, s'entourer que de professionnels et tout ça, va faire des choses peut-être un peu plus Esthétique. lisses, esthétiques, commerciales, et c'est pas du tout dénigrant, hein, il y en a vraiment Mhm. besoin. Bien sûr. Donc ça va être plus du coup qui vont se personnaliser, se professionnaliser là-dedans, pardon. Et puis le côté un peu plus où on s'amuse et on se donne un peu moins de limites, va plus partir par des choses qui seront pas... Poétique, plus voilà, profond. exactement. Ok. D'accord. je pense, hein. Ouais. Mais moi, en tout cas, Totalement. avant, j'avais un côté un peu plus professionnel, je pense. Et Hugo, en tout cas, je sais pas si je te l'ai déjà dit, tu m'as aidé à sortir un peu de. Ouais, amuse-toi, on en peut le fait. faire, en fait, c'est ça. Y a Moi, pas de j'avais un règle, côté en un fait. petit peu trop carré, de me dire, mais on peut pas faire ça avec des cheveux, mais ça sera pas simple, mais ça sera. Et en fait, d'être un peu plus, on essaye. Et puis Et au en fin pire. de compte, voilà, c'est ça. Et c'est quoi le pire? Et du coup, ça m'a voilà. Et du C'est coup, ça. ça m'a vachement aidé à sortir de là-dedans. Donc, je pense qu'il y a deux façons de penser, il y a deux mindsets. On va juste pas faire les mêmes choses, quoi. Donc on parlait tout à l'heure de toi, ton parcours dans la coiffure. Comment ça s'est un peu déroulé en termes d'étapes et comment après tu t'es spécialisée vers là, cette dernière expérience dont on parle? Alors, en fait, ça a été très simple. En fait, c'est ça qui... J'ai beaucoup de chance, c'est que ça a été assez simple parce que j'avais des parents qui m'ont carrément soutenu là-dedans et je n'avais pas beaucoup de questions à me poser parce que je savais que voilà, je voulais faire ça. J'ai arrêté le collège, tout simplement. Mhm. Je suis directement partie en coiffure. J'ai si c'était plus le monde scolaire qui me disait qu'il fallait que je fasse un lycée
général, ouais. j'avais même plus le mot. Un lycée général, que je passe d'abord mon bac avant de faire de la coiffure et tout ça, ce qui me semblait totalement lunaire en fait, parce que je savais vraiment que je voulais faire de la coiffure, donc je comprenais c'était pas un choix par dépit. Pas du tout. C'était pas parce que t'avais pas de capacité, non, voilà, c'est pas parce du tout. que t'avais une flamme en fait. Et c'est ça en fait qui dérangeait du coup les professeurs, c'est que du coup j'avais les capacités d'aller en général, mais que je ne voulais pas y aller. Et ça a été apparemment hyper frustrant pour eux. Ils ont sûrement leur raison, mais donc du coup j'avais la chance d'avoir des parents qui me disent on s'en fout, tu veux y aller, on s'en fout, quoi, tu y vas. Donc du coup, sur ça, ils ont été hyper... Après, ça a été dur dans le sens où, quand on rentre dans un monde professionnel, du coup, aussitôt, et c'est là maintenant que je comprends pourquoi on nous dit d'abord peut-être de faire un bac avant, c'est que c'est vrai que tout de suite, à 16 ans, on est envoyé dans le monde professionnel, entouré d'adultes, entouré de choses un petit peu moins amusantes, du coup, de responsabilités tout de suite à 15-16 ans, quoi. Mais au final, ça s'est quand même très bien déroulé, parce que j'étais passionnée, et parce qu'en fait, je ne pensais qu'à ça. Et comment tu as su que c'était passionnant? Qu'est-ce qui fait qu'on comprend que c'est la passion? Parce que souvent, il y a plein de gens qui disent « Mais moi, j'ai pas de passion. J'arrive pas à trouver ma passion. » Mais comment on sait vraiment que c'est une passion? C'est quoi une passion? Alors, je pense que j'ai pas forcément été passionnée de coiffure directement. Enfin, j'ai pas su. Je suis passionnée de tout ce qui est le monde de l'esthétique, le monde du spectacle, le monde... Les gens ils vont dire le monde des paillettes, voilà, la performance et tout ça, donc ça a déjà toujours été. Après je savais pas exactement où je voulais aller parce qu'à la base je voulais quand même être maquilleuse. Et en fait quand j'avais 15 ans on m'a dit qu'il fallait d'abord faire un CAP esthétique, ce qui m'intéressait pas du tout. Du coup je me suis dit bon bah je vais faire de la coiffure. Maintenant en plus c'est faux, il n'y a pas besoin de CAP esthétique pour être maquilleuse, mais je l'ai su du coup bien plus tard. Du coup je me suis dit bah je vais faire de la coiffure. Et en fait directement dedans ça m'a plu. Et en fait c'est des milieux qui sont tellement vastes. C'est ça qui est très intéressant en fait, c'est qu'il n'y a pas une seule sorte de coiffure, il n'y a pas une seule sorte de coiffé, il y a tellement de choses à faire qu'on se dit mais en fait c'est illimité et du coup c'est ultra stimulant quoi. Donc en fait la passion c'est la stimulation. C'est la stimulation visuelle. Visuelle pour toi. Après il peut y avoir plein de types de passions. Oui, créativité, la stimulation visuelle, d'avoir toujours quelque chose à voir, à comprendre visuellement. En tout cas moi c'est ce qui me... C'est ta forme de passion. C'est ma forme de passion, c'est ça. Donc école, ensuite première expérience en salon. En salon. Qui m'a aussi directement plu parce que je suis aussi un peu passionnée de relations humaines et il y en a vraiment besoin quand on travaille en salon. Donc l'ultra stimulation aussi d'un côté du coup de la créativité. De donner quelque chose aux gens et en plus d'en apprendre des autres, d'en apprendre sur soi, de rencontrer du monde et de rendre les gens en fait d'un côté un peu, je sais pas si c'est humble de dire ça, mais un peu heureux quoi. Parce qu'en général, quand on ressort du coiffeur, le fait d'enlever le peignoir ou quoi, ça c'est hyper stimulant, que la personne elle se sente bien et de voir vraiment quelque chose, ça c'est quelque chose qui nourrit énormément. Enfin, je me lève pour ça pratiquement le matin quoi. Complètement. Voilà. Parce que même si je faisais des super coiffures, si les personnes en face elles aimaient pas tant, ça me n'aurait pas la même non, je le sais, Parce qu'il y a des fois, je suis très contente de mon travail où les gens, ils le sont un peu moins. Ça me casse tout de suite. Et donc, tu étais dans des salons qui sont haut de gamme, moyenne gamme, bas de gamme? J'ai commencé par des moyennes gammes. Vraiment, quand j'étais au tout début, c'était plus sous forme de stage et tout ça. Par contre, j'ai commencé... C'était pas vraiment du haut de gamme, je veux dire du premium. Voilà, on était sur du premium, donc dans tous les cas, on nous attend au tournant, quoi. Donc du coup, on nous demande vraiment une expérience client, une réflexion derrière la coiffure. J'ai jamais été envoyée dans un truc oui bah fais de toute façon au pire on s'en fout, jamais. Ça a toujours été très important. À être la meilleure meilleure de toi-même et meilleure de soi-même et de se dire qu'en fait ça a une importance. J'ai déjà rencontré des coiffeurs qui du coup aiment leur métier mais se disent ça va c'est que des cheveux. Moi en fait très tôt on m'a dit c'est pas que des cheveux en fait. C'est hyper important pour la personne et donc du coup en fait de mettre une importance hyper quelque chose qu'il faut se détacher aussi un petit peu après. Il faut aussi s'en détacher un petit peu, mais au début, c'est ça qui stimule et c'est ça qui pousse vraiment la performance au maximum, même quand on est jeune. Quoi. Alors on fait un stop dans ton histoire parce qu'après, il y aura cette dernière expérience qui moi, me fascine. Tu m'as fait découvrir à travers tes réseaux ce type de coiffure-là. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir pour Hugo, quel a été ton parcours parce que voilà, là, on s'est arrêté au moment où tu as dit à tes proches je vais être photographe de mode à Paris. Bam, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu l'es, mais mon Dieu, qu'est-ce qui est entre-temps? Alors déjà, pour la petite anecdote, quand j'ai su que je voulais être photographe, c'était suite à un accident. Vraiment, j'ai ouvert les yeux, j'avais le nez cassé, la jambe cassée et tout. J'ai dit, je veux être photographe. En fait, ma vie va changer. Et 10 jours après, j'ai acheté mon appareil photo. Vraiment, on se croirait dans un film finalement. Et à ce moment-là, j'étais surveillant dans un collège suite à mon passé personnel. Et j'ai fini par démissionner et je me suis dit je prends mes 2 ans de chômage pour vraiment créer mon identité, créer ma
me trouver aussi artistiquement, humainement, pour savoir vraiment ce que je voulais transmettre aux gens, ce que je voulais partager. Et en fait, j'ai pratiqué, j'ai rencontré plein de gens, que ce soit des professionnels ou vraiment des gens même que j'arrêtais dans la rue pour vraiment créer. Et en fait, j'étais vraiment dans un processus de création hyper vaste pour vraiment fouiller un peu partout dans ma tête. Et voilà, tout doucement, j'ai commencé à monter à Paris et de fil en aiguille, j'ai eu la chance d'avoir des demandes qui ont fait que, avec du bouche à oreille, De rencontrer des gens. ça a grossi et me voilà quoi. Donc vraiment, en fait, juste de la pratique. Alors, au-delà de juste de la pratique, tu as eu tes grandes forces, c'est oser. Ouais. Oser, Oui. accepter le challenge et donc l'échec qu'il pourrait y avoir en face. Ouais. Donc c'est de la pugnacité, hein, clairement. Et puis cet état de flow de se dire, voilà, je me plonge à fond dans l'activité, je gère, j'essaye, je me sors de tout ce que je connais des sentiers battus, Ouais. je me tente, je me cherche. Et puis un jour, on verra bien où ça me mène. C'est exactement Mais ça. c'est de croire en l'après, même sans le définir. Ouais. C'est pour ça que dans ton cas, je trouve pas spécialement que ce soit de la chance, en fait. C'est pas de la chance que t'as eu, t'as vraiment beaucoup travaillé et t'as été cherché à chaque fois. Oui, vu comme ça, oui, parce que du Bien coup, sûr. même on a l'habitude de réduire les métiers d'image à Pas la chance. ouais, Mm. beaucoup de chance et tout, mais en réalité, il y a tellement de... Et puis même de remise en question et de travail interne, parce que quand tu crées, c'est bien beau, à la fin, tu as une création, que ça soit du maquillage, des cheveux ou même une photo. En fait, tout derrière, il y a tellement de réflexion, il y a tellement de pourquoi tu veux faire ça, comment tu vas faire ça. Et puis ouais, tout le travail qu'il y a pour construire un shooting, pour construire une idée. Par exemple, comme je dis à chaque fois avec Angèle, travailler avec des artistes, des coiffeurs, des maquilleurs, c'est aussi un taf supplémentaire dans le sens où en fait, sans eux, on peut pas avoir le résultat escompté. À la fin, on voit la photo, on voit la personne qui a posé, mais derrière, il y a des gens qui ont organisé, il y a des gens qui ont fait les cheveux, il y a des gens qui ont fait les ongles. Il y a vraiment des petits Plein de détails, détails. mais il y a plein de petits soldats derrière pour vraiment sûr. créer quelque chose qui finalement en fait se fait consommer hyper rapidement sur les réseaux et les gens réduisent ça en mode oui bon. Donc Et une voilà, autre un like. de tes forces dans ce parcours-là et qui met aussi en lumière le travail que tu as apporté, c'est ta curiosité. Est-ce qu'on peut avancer dans l'exigence et dans le premium et après le haut de gamme si on n'a pas de curiosité? Je pense pas. Ah ouais, non. Je pense pas parce qu'en fait, sans curiosité, on sait pas, finalement. Oui. Si on va pas chercher, on peut pas savoir. Enfin, Et rien ne pas vient en que tête de curiosité sur son domaine. naturellement. Ouais, Non, ah, mais c'est c'est la ça. curiosité Non, totale et En fait, globale. bien tout sûr. est relié en fait. Même quand on voit l'art, si on arrive à regarder l'art d'une manière générale, tout est intimement relié. Donc en fait, je trouve que c'est même nécessaire pour être un bon artiste. Il n'y a Ouais. pas de terme, il n'y a Oui, pas de mode mais, d'emploi, mais dans l'idée, En- ouais, vraiment en- s'intéresser. investi. Pour s'enrichir, en fait. Il n'y a pas le choix, en fait. C'est Faut ça, et je pense qu'il n'y a progresser, surtout pour- pas d'individualité aussi dans le Ouais. domaine de l'art. Et je pense que tout le monde a sa place, telle qu'elle soit, et tout le monde a son importance. Et je pense que c'est ça aussi l'importance d'être curieux, de découvrir et de partager en fait. Parce qu'on fait de l'art pour partager de base, quoi. Et donc, toi, qu'est-ce qui a fait que tu étais Hugo qui rêvait d'aller toucher les étoiles à, voilà, on va dire peut-être le shooting, la rencontre, le moment où il y a eu un plot twist et tu t'es dit, ok, là, ça devient sérieux. Ok. Quand est-ce que c'est devenu sérieux? Même si ça a toujours été sérieux dans ton engagement. Mais Ouais. le moment où tu t'es dit, ok, là, je touche le Les gens t'ont pris au sérieux. professionnalisme. Les gens Ouais, t'ont c'est pris au ça. sérieux. Alors, aux yeux des gens, je dirais que ça a été du coup ma collaboration avec Nabila où vraiment les gens se sont dit, dont même ma famille, c'est là où ma famille s'est vraiment dit ah ok en fait c'est sérieux quand j'ai travaillé pour Nabila. Mais personnellement moi c'était du coup 2 semaines après ma collaboration avec Nabila où j'ai réalisé ma première couverture de single du coup pour Marius qui est devenu mon meilleur ami maintenant, qui est chanteur et c'est là où je me suis vraiment dit, j'étais dans un théâtre et j'ai même la vidéo d'ailleurs. Et je me suis vraiment dit, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire toute ma vie, quoi. Mettre en lumière des âmes, des artistes qui m'inspirent et vraiment mettre des images sur ce qui m'entoure. Ouais. Et ça a vraiment été un élément dans ma tête. Je me suis dit, ok, en fait, je veux travailler à Paris et c'est bel et bien ça ma voix. Je me suis pas trompé. C'est ça qui me fait vraiment vibrer et qui me rend heureux, quoi. Et donc, tu as pris un petit temps de pause et de recul à observer et contempler ta réalité en te disant, ok,
C'est vraiment bien là. Parce que parfois, on peut vivre ces étapes-là, mais si on ne prend pas le temps de le contempler, eh ben, on ne réalise jamais qu'on y est. Carrément. Et ça, alors ça s'est fait instinctivement, peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui t'ont dit « mais Hugo, regarde !» C'est quelque chose un petit peu magique, ce moment de contemplation. Mais, le vertige, au contraire. Ça peut être un peu le... Ah bah forcément, hein, c'est le moment où on se prend tout en face parce qu'on est tête baissée dans le guidon. Forcément, au moment où on réalise et on lève la tête et on voit, ça peut être ultra déboussolant, excitant, et puis ça peut être les deux en même temps. Aussi. Oui, parce qu'en fait, ils sont un peu intimement liés, quoi. Tout à fait. C'est ça, on sait pas sur quel pied danser en Adrénaline. réalité, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. En Et mode, si on en met en plus, on saupoudre un petit peu ça qu'est-ce que je fous là? Ouais. C'est exactement aussi ça, souvent ça c'est génial, mais pourquoi moi et Pourquoi pourquoi Le en petit fait syndrome de l'imposteur. Oui, c'est Hein, ça. on y est. Tu sais, le saupoudrer d'un petit syndrome de l'imposteur. Finalement. Un espèce de cocktail de... Oh, wow. Et puis ça nous ressemble pas, le Mais- syndrome de l'imposteur. non, Non, Est-ce pas que du le tout. syndrome de l'imposteur, quand on réussit des choses qui brillent, j'insiste sur les choses qui brillent, donc des choses qui sont amenées à avoir des avis, à être critiquées par les gens, parce qu'on peut réussir dans des milieux où on n'a pas de choses qui brillent et donc de Oui, retour de gens. Est-ce que ce petit syndrome de l'imposteur, au tout départ en tout cas, c'est un peu votre humanité et le fait que vous êtes quelqu'un quand même de lambda, c'est-à-dire vous êtes juste un être humain qui a travaillé, eu des rêves, travaillé en ce sens et qui se retrouve là et en fait c'est cette petite âme d'enfant qui se dit mais bah, moi je suis pas plus qu'un autre, je suis pas moins qu'un autre et on est un peu intimidé et en fait quelque part là où le syndrome de l'imposteur devient un peu problématique, c'est si il commence à nous handicaper, à nous mettre des freins, à nous empêcher d'avancer. Mais au tout départ, et puis de temps en temps, ça fait du bien. Oui, bah ça remet les pieds sur terre, c'est pas mal. Oui. Angèle, Oui. est-ce que... passe le mic. Allez, on tente. Hein. Clairement, on est en train de tenter l'esprit Mike. Donc là, tu es partie de ta ville où tu es née. Tout à fait. Et tu es partie à l'autre bout de la France. C'est ça, ouais. Dans le Un sud-ouest. des endroits les Rendez-la-moi. plus durs à rejoindre par les transports. Carrément. Et donc, cette ville, c'est... Bordeaux. Tout à fait. Voilà. Et donc, comment ça s'est passé? Moi, je me rappelle, je t'ai rencontrée, d'ailleurs, c'est Angèle qui a fait en sorte que j'ai les cheveux bouclés, qui m'a dit, mais Bibiche, il faut que tu regardes, Là, ce ça sont boucle. tes Là, il y a quelque cheveux. chose, là. Applaudissements. D'ailleurs, elle me les a fait juste avant. Parce qu'on arrête le brushing, on arrête les plaques. C'est ça. Et tu Des m'as plaques. dit, Des plaques. voilà, apprécie-toi au naturel. Et donc, comme tu disais avant, c'était important pour toi de transmettre aux gens qui sortent heureux. Je suis sortie heureuse et j'ai continué après à enrichir ça Super. parce que je n'ai pas attendu que sur toi. Je me suis aussi documentée. Enfin, tu m'expliquais que voilà, c'était officiel à ce moment-là, enfin tout proche, Ouais. tout proche d'être officiel. Je crois que t'étais une des premières un peu au courant parce que j'avais pas encore trop dit à mes proches et tout Bah ça que oui. je partais, ouais. Et donc, tu as eu une opportunité. Et moi, c'est là où la coiffure a pris une autre dimension dans ma tête, parce que tu m'as expliqué là où tu allais. Raconte-moi. Alors en fait, c'est très simple, c'est un salon que je suivais depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, qui est assez connu en France, parce qu'ils ont leur centre de formation et tout ça. Et qui ont surtout en fait un mindset, ils ont une façon de voir la coiffure qui est différent. C'est-à-dire qu'on crée un peu des œuvres sur les personnes. Enfin, les gens viennent chercher ça au-delà. Alors, il y a ça reste un salon où tout le monde peut venir. Donc, on fait aussi beaucoup de coiffure classique. Mais on a aussi des gens qui viennent pour avoir vraiment le truc de ouf, où ils se posent pas la question de est-ce que ça va m'aller, ça va pas m'aller ou quoi. C'est vraiment c'est des œuvres, quoi. Et donc, du coup, dans ce salon-là, on sait qu'on peut apprendre, en fait. Moi, c'est ça que je suis partie chercher. Je suis pas allée pour performer. Parce qu'en fait, j'estime que j'avais pas justement les skills pour pouvoir atterrir là-bas. Mais par contre, c'était une opportunité d'apprendre. Et c'est ce que je vais toujours chercher, peu importe ce que je vais faire, en général. Ce que je vais faire, c'est est-ce que je vais apprendre. Et si j'ai l'impression que je vais pas apprendre quelque part, ça peut être très cool, mais je vais pas avoir la même stimulation. Voilà, exactement. Et donc, du coup, c'est surtout pour ça, en fait, que ça m'a poussée à partir, de me dire, mais en fait, malheureusement, à Metz, j'étais dans un confort. Donc, heureusement et malheureusement, j'étais dans un confort qui faisait que j'avais ma clientèle, je faisais bien mon travail, je pense que je faisais bien mon travail, les gens m'appréciaient. Mais à 24 ans, quand on a la sensation de plus apprendre... C'est dur. Moi, en tout cas, moi, ça m'a mis une grosse claque, en fait. Le heureusement et malheureusement, je l'adore. C'est qu'en fait, c'est inévitable d'avoir cette sensation d'être dans son confort.
Parce que apprentissage, ben, vous connaissez hein, le schéma. Hein. Au départ, on se prend une grosse claque, on se dit « Oh mon Dieu, la montagne je ne connais rien à rien, c'est terrible. Est-ce que je vais y arriver ?» Ensuite, on commence à se mettre au travail. On essaye, on tente, on échoue. On comprend grâce à l'échec parce que c'est grâce à ça que ça nous met des jauges en fait, de ce qu'on sait faire. Ensuite, on commence à bien se débrouiller. Là vient la fierté. Ouais. Oula, là on commence à se dire oula, mais je pète de ouf, je gère de ouf. Donc là on commence un peu à gonfler les épaules, on est là, on est bien, et bim, on se fait une erreur. Et là on redescend sur et on reprend conscience de ce qui reste à apprendre et à perfectionner. Et puis après, en fait, on est dans ce travail de perfectionnement qui du coup finit par installer un confort, une routine où on se sent un peu challengé, mais à l'aise. Mais tranquille. Voilà. Et donc là, on rentre dans une zone de confort. C'est essentiel et c'est grâce à ça qu'on se dit sortir de sa zone de confort. Il n'y aurait pas de sortir de sa zone de confort si on n'avait pas de confort. Carrément. Et donc, toi, quand est-ce que tu as senti là, à ce moment-là, ok, là, je suis dans le confort, là, il y a quelque chose. Est-ce que c'est venu de l'extérieur avec cette proposition ou tu t'es rendu compte? Est-ce que c'est toi qui le nourrissais? Non, je le savais déjà quand j'ai commencé à m'ennuyer, en fait, tout simplement. Ok. Quand, en fait, le métier qui me passionne Alors, il me passionnait toujours, mais ne me stimulait plus. J'utilise beaucoup ce mot, hein. Désolée, mais parce que c'est quelque chose qui résonne beaucoup pour moi, en fait, la stimulation. Quand ça ne me stimulait plus... En fait, quelque chose que j'aime faire, si quand je le fais, je prends aucun plaisir, alors que j'aime le faire, c'est qu'il me manque quelque chose. C'est que ça y est, j'ai exploré, je sais que je le fais bien, du coup, ça me procure plus grand-chose. Et du coup, à partir du moment où j'ai commencé à m'ennuyer, j'étais en mode, ok, bon, là, il faut faire quelque chose. J'ai fait le tour. Par contre, comment sortir de là-dedans ? Est-ce que c'est une bonne décision? Parce que j'étais vraiment dans un confort extrême, quoi. Bien sûr. Vraiment, que ce soit dans les relations sociales, que ce soit dans mon métier à proprement dit, que ce soit dans ma clientèle, que ce soit... financier, c'était vraiment, c'était sûr. vraiment un confort sur tous les points. Et par contre, j'avais pas un confort finalement... mental. Parce qu'en fait, je culpabilisais, je me remettais en question, je me disais, mais alors tu vaux mieux, mais alors peut-être pas, mais alors peut-être que tu peux faire mieux, mais peut-être pas, en fait. Il y a aussi ce truc de... le doute. Mais en fait, je sais pas, si ça se trouve, je dis que je veux faire plus, mais peut-être que j'en suis pas capable. Donc du coup, il y avait tout ça. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, parce que c'est du coup mon patron actuel, qui m'a découvert sur les réseaux sociaux, et qui m'a envoyé un message pour que je rejoigne l'équipe. Et en fait, c'est surtout là où je me suis dit, mais en fait... la question se pose plus, quoi. Faut que j'y aille. Et au pire, si je me plante, y a rien de fatal, en fait. Exactement. Et je reviens. C'est ça, ok. Et donc, voilà. Mais du coup, j'ai bien peur, là, avec le recul, que s'il m'avait pas envoyé le message, peut-être que je serais encore dans mon confort. Eh bien, en fait, des signes, je crois qu'il y en a toujours et partout autour de nous. Et c'est juste notre cerveau et notre état d'esprit qui fait qu'on peut les voir ou on ne peut pas les voir. On peut les saisir, ne pas les saisir. Ça dépend de notre état d'esprit, de là où on en est. Quand on a envie de changement, on commence à regarder et on voit que une opportunité là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y en avait pas en fait avant. Ouais. Mais en fait, c'est qu'avant, comme on ne pensait pas au changement, on ne pouvait pas distinguer qu'il y avait des opportunités de changement. Pas, en fait. C'est ça. Et donc, au moment où notre cerveau travaille, et donc toi là, les doutes, etc., il y a eu un message, il y a eu une opportunité, c'est devenu une évidence. Ouais, moi, j'ai eu ça quand j'ai ouvert mon cabinet. Mon cabinet, j'avais aucune idée que je voulais un cabinet. Je savais que c'était le milieu, le domaine que j'aimais. Mais comment j'allais le pratiquer, moi, mon domaine? Et puis, en fait, j'ai une de mes collègues avec qui j'étais en DU qui me dit « je partage mon cabinet 3 jours par semaine. » Et je me suis dit, let's go. C'est le moment, en fait. Un cabinet? Mais comment ça, je peux avoir un cabinet? Et en fait, cette expérience ne s'est pas faite parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est positionné dans le cabinet. C'est parce que tu as ouvert... Mais moi, la porte, elle était là. Et j'ai trouvé le cabinet auquel je suis actuellement parce qu'après, ça a ouvert cette porte-là. Carrément. Mais c'est parce que j'étais dans une période où je me posais la question. Hugo, j'ai question par rapport à toi en tant qu'être humain, parce qu'il y a forcément Hugo photographe qui est là, qui gère son affaire, etc. Et puis il y a le Hugo peut-être un peu petit garçon, impressionné des grandes personnes, en tout cas de renommée médiatique que tu as pu rencontrer. Comment ça se passe entre le Hugo photographe qui gère le shoot et le Hugo sensible et petit garçon émerveillé de ce qu'il est en train de vivre quand on voit Monica Bellucci, quand on voit
Et d'autres. Pierre Et Gasly, plein d'autres. on a qui d'autre Tina? Ouais, Tina Kunake, trop Ouais, belle. bah oui. Shai, Shai. Shai, Shai, ouais. mon Dieu. Shai, si tu m'entends, je t'aime. Ben alors en fait, finalement, il y a pas tant que ça, il n'y a pas trop de différence. Au contraire, en fait, j'ai l'impression que je suis même plus petit garçon et petit, le petit enfant que je suis réellement avec ces gens-là. Ben, pour prendre l'exemple avec Shai, par exemple, quand je l'ai vu, quand je l'ai prise en photo, je lui ai dit, ben ça y est, je peux me mettre à la retraite parce que t'étais mon objectif de carrière et voilà. Donc, du coup, en fait, quand je crée, que ça soit avec n'importe qui, j'essaye vraiment de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité parce qu'en fait, on est tous pareils. C'est juste qu'il y a une renommée médiatique derrière. Ok. Mais au fond, il y a les mêmes insécurités, il y a les mêmes problèmes, il y a les mêmes, il y a des gens qui aiment pas leur profil, il y a des gens qui aiment pas être prises d'une certaine façon. Donc du coup, ouais, il n'y a pas trop de différence. Je sais pas si toi tu vois une différence entre. Ben, plus j'avance, Mhm. et moins je la vois. Mais j'ai encore ce mindset un petit peu là. Mais plus j'avance, plus moins je la vois en fait. Hein. C'est Ouais. juste que... On prend confiance aussi en soi et en ses capacités, donc on est plus libre de... Tout à Parce fait. que souvent, quand on assoit notre côté professionnel, c'est parce que peut-être qu'il y a des petites fragilités ou des insécurités personnelles, Ouais. donc on se range derrière en disant je suis professionnel, j'ai des connaissances, je sais ce que je fais. Et puis un peu à un moment, on commence à un peu à lâcher cette rigueur Ouais, parce carrément. qu'on sait. Et donc... tranquille, on va pouvoir se tromper ensemble, faire Ouais. ensemble, on Et n'est du plus coup, des... du coup, il y a ce spectre-là aussi de se dire, c'est à ce moment-là, quand on sait qu'on sait, que l'ennui peut arriver et tout ça, et que ces petites Bien sûr. insécurités-là créent aussi la stimulation de, ben, Tout à fait. il faut que je performe, et la fierté aussi d'après. Tout à Parce fait. que aussi, on dit, enfin, quand on s'ennuie, il y a aussi ce truc, pardon, quand on s'ennuie, il y a aussi ce truc de, une fois qu'on a fini de réaliser ce qu'on avait à faire, on l'a super bien fait, mais vu qu'on s'est un peu ennuyé en le faisant, et ben on est moins fiers aussi de nous. Tout à fait. Et du coup, en fait, c'est ça qui crée toujours ce... Donc en fait, je pense que les insécurités sont vraiment primordiales, à un certain niveau, évidemment. Complètement. Je suis pas en train de banaliser les... Après, là, on parle d'insécurité sur la technique. Ah oui. Et là, on parlait d'insécurité humaine. Mm. Et d'avoir cette capacité à rencontrer l'autre en tant qu'être humain sur pied d'égalité. Parce que nous, on est assez assuré de qui on est plutôt affirmé, on se sent plus à l'aise avec soi-même, Ouais. on a plus de confiance. On n'est jamais à 100%. On arrête, on lâche Oui, vite. voilà, Hein. ouais. De ouf. Mais voilà, on se sent un peu plus capable et donc on a moins d'écart ou de besoin de prouver à Oui. l'autre notre légitimité en fait à être là. Mm. C'était plus dans ce sens-là, mais effectivement, il y a cette insécurité, elle fait aussi du bien. Tu as dit quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire je peux partir à la retraite à Shai. Comment ça se passe quand on réalise des rêves? C'est quoi la pré-réalisation de rêve? Waouh, c'est compliqué parce qu'en fait on a l'impression que c'est trop génial de réaliser ses rêves, mais une fois qu'on a coché la case, entre guillemets, on se dit ben qu'est-ce qu'il y a après et qu'est-ce que ça m'a vraiment procuré en fait. Et ben moi personnellement, généralement je pleure beaucoup. Ouais, c'est bien, tu relâches Mais, émotionnellement. ouais, vraiment, mais autrement, c'est vraiment une sensation de. Je me sens à ma place. C'est trop bizarre Une dit comme ça. consécration? Ouais, Ok. vraiment. Et en plus de ça, j'ai une chance, entre guillemets, ben, j'estime que c'est de la chance, c'est que en fait, j'ai plein de petits rêves. Pour moi, il n'y a pas de petites victoires. Donc, j'ai l'impression de réaliser constamment, ben, pas constamment, mais régulièrement des rêves. Donc, du coup, c'est trop bien, quoi, parce que ça t'apporte un coup de boost et tu te dis, waouh, j'ai pas travaillé tout ça pour rien, entre guillemets, et l'univers, entre guillemets, m'offre des chances jamais de ma vie il y a 3 ans de T'as ça. de la gratitude. Ouais, de la gratitude, Beaucoup de mais gratitude. à fond, à fond. Et est-ce que tu vis un moment de flottement, un moment de vide, un moment de « Oh, ok, mon rêve est passé, je l'ai eu entre les mains et puis maintenant il est ailleurs ». Est-ce que tu arrives directement à rebondir sur d'autres projets ou est-ce qu'il y a un petit vide qui s'installe? Alors là, pour le coup, ben, je pense que c'est un peu comme toi, Angèle, on est tellement créatifs et on est tellement à la recherche de passion et de stimulation qu'en réalité, on a coché un rêve, mais en vivant ce rêve, À cheval. on avait déjà le prochain en se disant, Ah, ok. ouais, en fait, et c'est ça la prochaine étape. Et du coup, tu te challenges, tes rêves sont un peu, en fait, mine de rien, tes objectifs et tes challenges, et c'est trop cool, C'est quoi. sans cesse, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ça évolue, tu grandis en fonction de tes rêves, et ça, c'est ouf, quoi. Donc, c'est quoi humainement de façon vraiment dénuée de métier ou de posture, l'image de Hugo à Hugo
de quand tu étais avant de commencer et de maintenant, quand tu as déjà bien entamé. Quelle est l'évolution de ton image de toi? De ma perception de comment je me vois? Oui. Uniquement de toi. Oh mon Dieu, c'est cette question compliquée, mon Dieu. Ouais. Il en fallait. Coupez les caméras, je vais faire une Afida Turner. Ineska, il est où mon champagne, s'il te plaît? Faut que je me mette une murge. Non, mais grave. Ma perception, alors, en effet, ça a beaucoup évolué parce qu'en fait, j'ai réalisé d'une partie professionnelle tous mes rêves, mais en même temps, d'un côté personnel, j'ai l'impression d'avoir énormément perdu. Parce que du coup ça a engendré une séparation qui m'a beaucoup perturbé dans mon développement. Donc du coup en fait je me sens d'un côté beaucoup plus complet et beaucoup plus en phase avec moi-même. J'ai vraiment l'impression d'être l'homme que je voulais devenir. J'ai encore beaucoup de chemin, mais vraiment j'ai cette sensation d'être sur cette voie. Mais par contre, quand je ferme, là c'est vraiment d'un côté plus personnel, vraiment quand je coupe mon téléphone et quand il n'y a plus ce côté arrobase Hugo Lardonnet photographe, je me sens beaucoup plus seul. Ouais. Et je me perçois vraiment beaucoup plus seul en réalité parce que ma vie a complètement changé, même mon quotidien du coup avec les gens avec qui je travaille, c'est plus du tout la même chose. Et du coup voilà, j'ai grandi, j'ai vécu plein de choses personnelles, professionnelles. Donc du coup j'ai un peu cette perception, cette double perception où d'un côté je suis méga fier du chemin que j'ai fait professionnellement parlant, mais aussi où je suis un peu attristé de me voir aussi isolé mentalement. Et aussi à certains moments aussi par protection parce que du coup c'est beaucoup à engranger c'est ça, et d'acquiescer et d'accepter qu'il se passe des trucs trop bien, des trucs beaucoup moins bien aussi, et en même temps de garder cette image parce que je fais un métier d'image et mon but quand même en étant photographe c'est entre guillemets de vendre du rêve. J'ai pas cette prétention là mais je veux dire mon but c'est de rendre beau les choses, voilà, c'est je dois vendre quelque chose. Donc du coup, cette évolution a été hyper en dents de scie en réalité, en fait, c'est hyper compliqué. Ouais, c'est une évolution en parallèle. Il y a un Hugo pro, et d'ailleurs je vous renvoie à la vidéo avec Marwan parce qu'il en parle aussi très bien. Il y a ton évolution professionnelle qui s'établit et qui tire le Hugo personnel, et puis il y a le Hugo personnel qui parfois vient enrichir le Hugo pro. Et est-ce que tu aimerais faire des actions pour pouvoir un petit peu remobiliser ces deux êtres-là, te sentir un peu mieux, pouvoir avancer plus sereinement, parce que la conduite du changement aussi, quand il y a autant de changements et autant de choses, c'est beaucoup. Est-ce que tu as besoin d'aide extérieure? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais ou pas, ou c'est quelque chose que tu veux mener seul? Ouais, alors pour le coup, je pense que même personnellement, j'aimerais bien entamer une thérapie, littéralement, et j'encourage tout le monde en fait à le faire parce que qu'on aille bien ou mal, on a toujours des choses à dire et on n'a pas forcément les clés au fond si on a les clés au fond de nous, mais on a souvent besoin d'une personne qui nous dise la clé est juste là en fait, et vas-y, t'as juste à tourner dans la serrure et puis c'est parti. Donc je pense que j'ai vraiment envie d'évoluer sur ça et de me reconstruire vraiment en tant qu'humain et en tant qu'homme. Mais en même temps, j'ai ce côté où ça m'inspire tellement, en fait, ça me repousse dans mes retranchements et ça me rappelle à quel point aussi pourquoi j'ai commencé à vouloir m'exprimer, pourquoi j'ai voulu partager en fait ce que j'avais en tête, parce qu'en fait ça me soigne littéralement de créer, de rencontrer du monde, et c'est vraiment pour moi en fait c'est ma thérapie, la création c'est ma thérapie. Donc c'est un sentiment ambivalent de j'ai envie d'aller chercher de l'aide, mais en fait j'ai peur qu'on m'enlève mon spleen. C'est exactement ça, cette mélancolie qui vraiment est au fond de moi et qui me nourrit, vraiment c'est... Et c'est ce que je t'expliquais en off avant qu'on commence. En fait, le but, c'est pas d'enlever ton spleen, notamment avec la psychologie positive, c'est que tu puisses borner certaines choses pour pas que tu ailles dans des extrêmes autres que ceux que tu décides. Sachant parce que c'est important d'être dans des extrêmes parfois dans la création, je le sais bien, mais en fait c'est le moment où on vient se détruire et qu'après on sait même plus remonter. Si on va dans un extrême et qu'après une fois qu'on l'a touché on est capable et on se sent bien pour pouvoir remonter, il n'y a pas de souci, mais c'est d'apprendre dans ces moments d'extrémité. Donc en tout cas, tu es bien sûr le bienvenu si un jour tu veux en discuter. Évidemment, je sais très bien que je vais venir plus vite que prévu finalement. Écoute, le carnet est ouvert. Oui. Et Angèle, je vais te poser cette même question. Ton image de toi à travers le temps,
de Angèle qui décide de faire de la coiffure à Angèle qui maintenant cherche à en plus se challenger parce qu'elle a déjà connu la zone de confort. Ok. Alors peut-être que la réponse est un peu biaisée parce que du coup vu que je suis dans un changement de vie qui est assez extrême en ce moment, peut-être que c'est un peu faussé. Parce que là, à l'heure qu'il est, il y a presque que des choses négatives qui vont ressortir C'est pas faussé, et c'est très dommage. C'est ce qui est actuel. Oui. Alors effectivement, on aimerait donner un panneau Voilà, c'est ça. agréable, mais on n'est pas là pour, comme on disait, vendre du rêve. On est là pour parler de ce qu'on De la vit. réalité finalement, oui, Voilà. c'est vrai. Alors du coup, moi j'aurais tendance comme ça de but en blanc à te dire, je suis pas aussi bien que ce qu'il en est, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de choses comme ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles quand même en étant à Bordeaux, notamment 2 personnes qui sont hyper informées du coup sur le côté thérapeutique. Je sais pas trop. On envoie des cœurs. Et donc du coup qui m'ont énormément aidé là-dedans. Et en fait, rien que le fait de prendre un peu de recul et de me dire mais la Angèle de 15 ans, quand elle a débarqué, elle aurait dit quoi? Et en fait, rien que cette simple question, elle s'est dit ouais, non, mais en fait, si, j'ai un peu d'aide quand même jusqu'ici, j'ai un peu donné de moi, quoi. Alors que, genre, si juste je m'arrête à. Je suis en mode oui, bon, je fais mon boulot, quoi. J'essaye de bien faire mon boulot. En fait, et là, en t'es fait, en train de réajuster, là. Je suis en train de réajuster complètement, je suis en train d'essayer de. Autant du coup, voilà, dans le personnel que dans le professionnel, parce qu'ils sont quand même très liés. Surtout sur des métiers, je pense. En fait, peut-être tous les métiers, mais je m'y connais peut-être pas assez dans les métiers qui sont un petit peu moins artistiques. Ils sont très intimement liés, en fait, parce que c'est ça qui nous nourrit. C'est ça, exactement. Okay. Et je pense que ça se ressent vraiment dans notre travail. Donc, ton image de toi, c'est une jeune fille de 15 ans projetée dans un monde d'adulte qui comprend les responsabilités, qui commence un peu à se dégourdir sur sa passion, qui s'installe, qui trouve que voilà, maintenant ça gère, il y a une reconnaissance qui se fait. Et puis ensuite, on arrive sur je me re-challenge. Et là tu as une image de toi un peu sbelée, un peu en flou, parce que tu es en train de réajuster les curseurs pour avoir un équilibre à nouveau, exactement. Qui va t'apporter une zone de confort. Et ça sera la machine infernale. Voilà. Exactement, c'est ça. Mais c'est ça la vie. Mais je suis en train du coup tout doucement accepter de me dire, et en fait, inconsciemment, c'est ça que je recherche tout le temps. Donc finalement, là, c'est peut-être la première fois que je le vis vraiment. Du coup, l'énorme changement. Et en fait, quand je le revivrai une deuxième fois, j'aurai un peu plus de skill et j'aurai un peu plus de choses. Non, mais rappelle-toi, quand t'avais 24 ans, tu l'as déjà fait. Et tu prends maturité. Voilà, et t'étais aussi mal que ça, mais tu sais que voilà, tu t'enlèves. Oui. Il a 1 an de plus que moi, c'est toi. Mon bébé aussi. On est des bébés, en fait, mais complètement. Oui, on grandit et c'est fou. Mais oui, en fait, c'est hyper important, d'où l'aspect thérapeutique. Donc moi, je n'ai pas fait de thérapie, mais du coup, je suis entourée de gens qui sont très informés là-dedans et que leurs tout petits outils qui me donnent à peine, parce qu'on n'est pas dans une vraie thérapie, m'aident déjà à avancer. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est hyper important, je pense, pour pouvoir évoluer sainement. Je dis pas qu'on peut pas évoluer sans, mais je pense un peu plus sainement et être un peu plus cool avec soi-même surtout. Ouais. De décharger un peu les valises à certains moments, au lieu de se trimballer tous les sacs tout le temps. On arrive toujours à notre point, ou du moins on essaye. Mais c'est ça. Et on essaye de pas abandonner. Si je peux me permettre, en parlant de toi, le niveau, la Angèle du début à la Angèle de maintenant, rien que la Angèle de Bordeaux maintenant, le chemin qu'elle a fait, je pense tu t'en rends compte petit à petit là, mais vraiment c'est plus du tout la même. Je m'en rends compte parce qu'on me le dit. Ouais. Sinon. C'est important la vie extérieure. Vraiment, mais vraiment. Donc toi tu vois un grand changement et un glow, un truc où elle rayonne, tu la sens de meilleure. Je la sens grandie, apaisée et apaisée dans ton appréhension à voir la vie dans ses relations et tout. Peut-être pas forcément dans ton quotidien parce que ça aussi c'est hyper personnel et tout. Mais humainement parlant, vraiment. Juste de comprendre en fait. C'est ça. Je pense que ça c'est une des plus grosses clés de tout, c'est de comprendre. Et c'est dur en fait de comprendre quand on n'a pas les outils. Et en fait, de comprendre en fait pourquoi là on a peur, pourquoi là on angoisse, pourquoi ça me fait ça. Et ça nous aide à les appréhender de façon plus saine, quoi. Ouais. Écoutez, je vous remercie énormément. C'est déjà la fin. C'était un super bon moment pour moi. J'ai encore beaucoup appris. Et puis j'ai hâte que les personnes vous retrouvent sur les réseaux. Ils ont. Vous croyez que j'ai des skills de monteuse comme ça? Je vais tout faire pour vous contenter. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir pris le temps. Et merci à toi. Fait confiance et d'avoir été intéressé par notre profil. Clap de fin. Merci. Bravo. C'était trop cool.